Bonjour à tous et bienvenue donc à notre webinaire Mener des actions associant apprenants et collectifs d'agriculteurs engagés dans la transition agroécologique. Donc ce webinaire s'inscrit dans un projet plus vaste qu'on appelle Inspiraction et que je vais vous présenter donc en tout début de ce webinaire. Donc le programme, comme je disais un instant, donc moi je suis Denis Follet de la Chambre d'agriculture de Bretagne et je commencerai donc le webinaire en vous présentant le projet Inspiraction en quelques minutes. Ensuite interviendra Fleur Meignier de la Bergerie nationale qui, après une présentation rapide donc, de la Bergerie nationale, présentera le travail réalisé dans le cadre d'Éco-Phytoterre, où une trentaine donc, d'établissements de formation ont réalisé donc, des expériences entre 2020 et 2023. Enchaînera ensuite Christian Pelletier, également de la Bergerie nationale, et qui donnera sa vision qui donnera la vision de la Bergerie nationale sur la pédagogie à mettre en œuvre sur le sujet donc, de l'agroécologie. Ensuite, Clara Guéguin de la Fédération régionale de l'agriculture biologique nous fera un retour sur un travail de recensement qui a été réalisé il y a quelques mois pour montrer donc les relations qui existaient déjà entre les partenaires du projet Inspiration et les établissements de formation agricole bretons. Donc, il nous fera un petit retour sur cette cartographie. Ensuite, Éric Place de la DRAF interviendra également pour montrer la temporalité qui existe dans la démarche qu'on cherche à mettre en œuvre. Et on terminera par un temps d'échange. Donc, on vous demandera tout au long donc, du webinaire de poser vos questions dans la conversation. Et Dominique Massé, donc, du CIVAM Bretagne, reprendra ces questions-là donc, en fin de webinaire pour qu'on puisse y répondre. Et s'il nous reste encore un petit peu de temps, on pourra faire un échange donc, de vive voix. Je terminerai, moi, je reprendrai la parole en fin de webinaire pour vous présenter un projet de séminaire, donc le 11 avril à Kerguelen. On vous a mis d'ores et déjà une adresse mail, donc collectif.agroécologique@gmail.com. Pour ceux qui souhaitent avoir des renseignements ou prendre contact avec nous, mais également si vous souhaitez avoir les diaporamas après ce webinaire, vous pouvez aussi les demander à travers cette adresse mail. Donc, on mettra l'adresse dans le chat pour que vous puissiez la récupérer. Donc, le projet Inspiraction, qu'est-ce que c'est? Donc, le projet Inspiraction a été initié par un collectif qu'on nomme CATAE, donc CATAE pour la cellule d'animation pour la transition agroécologique. Donc, c'est quoi? C'est une communauté qui regroupe plusieurs structures que vous voyez donc à l'écran, les logos à l'écran, donc les CIVAM, la FRAB, les CUMA, la coopérative agricole, Innoval, TRAM, et puis la région Bretagne et la DRAF qui font partie de ce collectif. Donc, qui se regroupent autour de mêmes valeurs et une même volonté d'accompagner donc les agriculteurs dans la transition agroécologique, de créer une culture commune et décloisonner donc les connaissances produites dans chacune des structures, de stimuler donc l'intelligence collective en pratiquant l'interconnaissance et faire du lien entre la recherche et le développement,
et enfin de favoriser une culture de la coopération entre toutes nos structures. Donc cette cellule est animée par Anne Ludwigou là, de la Chambre d'agriculture et qui anime donc ce collectif. Il a des objectifs opérationnels, donc ce collectif, d'abord de faire réseau, mais également de monter en compétences donc les conseillers qui animent donc les groupes ou les collectifs agroécologiques en travaillant sur la co-conception, sur la reconception des systèmes, également sur l'utilisation des médias sociaux pour la transition agroécologique et la biodiversité. Et donc, on a monté un projet que je vais rapidement décrire, structurant sur 12 mois, en saisissant l'opportunité d'un financement. Donc, les cibles, c'est les conseillers animateurs de groupes agroécologiques, c'est les enseignants et les jeunes en formation, en ayant comme cible secondaire donc les agriculteurs, puisque les conseillers animateurs agissent directement auprès des agriculteurs et les enseignants et les jeunes en formation sont nos futurs cibles, soit en tant que conseillers, soit en tant qu'agriculteurs eux-mêmes. Donc le projet, donc, comme je disais, a bénéficié d'un financement d'un peu plus de 100 000 euros. Il est porté par la CRAB et les structures qu'on a pu citer tout à l'heure. 4 thématiques constituent donc ce projet. Donc là, la mise en place d'une communauté d'acteurs, un module sur l'accompagnement et la montée en compétences des conseillers. Un troisième sur la biodiversité en explorant les travaux qui sont faits sur cette thématique-là dans les groupes et outiller les conseillers pour pouvoir mieux l'appréhender avec les agriculteurs. Et le quatrième qui nous intéresse plus précisément aujourd'hui, c'est d'inspirer les futurs professionnels. Et donc, c'est ce qui nous réunit aujourd'hui, puisque donc, ce projet, ce quatrième module d'action, il y a, donc c'est sur la diapo, est présenté en plusieurs thèmes. Donc, il y a eu un état des lieux des besoins pédagogiques et une cartographie des interactions qui a été réalisée. Donc, c'est Clara qui présentera ça tout à l'heure. Il y a un volet sensibilisation donc, des enseignants sur les... On va vous demander de couper vos micros, s'il vous plaît. Il y a un volet, donc... Ouais. Je vais peut-être... C'est commencé, mais moi j'ai cours à 13h30. Non. Je sais pas si... Ça vient juste de commencer, et moi j'ai cours à 13h30. Je vais essayer de couper les micros. Voilà. Hop. Je reprends la parole. Je suis en train de manipuler. Voilà. Donc, je dis, donc, le volet sensibilisation donc, des enseignants, et donc c'est l'objet du webinaire aujourd'hui. Et un autre volet qui est organiser les mises en relation donc, des écoles avec des collectifs agroécologiques. Donc, on a, nous, structure de développement, donc la CRAB, la FRCIVAM, la FRAB, avec les GAP des 4 départements. On accompagne donc ces groupes agroécologiques, enfin ces binômes de groupes agroécologiques et d'enseignants qui cherchent à monter donc des projets ensemble. Et puis donc on a l'ambition de produire un séminaire donc le 11 avril que je vous présenterai donc en fin de webinaire. Donc voilà, après cette rapide introduction, je vais passer maintenant la parole donc à Fleur Meignier qui va nous présenter rapidement la Bergerie nationale et puis qui nous fera un retour sur Ecophytoterre. Bonjour, alors je vais partager mon écran avec vous. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous voyez bien mon écran là? C'est parfait, Ouais. Fleur. Ok. Alors, donc bonjour à tous. Donc, je vais commencer par vous dire 2 mots sur la Bergerie nationale, parce que on n'était pas sûr que tout le monde connaîtrait.
Alors, donc la Bergerie nationale, en fait, nous, on est un établissement national d'appui à l'enseignement agricole. Donc, c'est-à-dire qu'on accompagne les établissements d'enseignement et les exploitations dans les projets techniques et pédagogiques. On a un rôle en fait de formation. Donc, on propose des formations pour les enseignants, les salariés, les DEA, les formateurs, pour tous les personnels de l'enseignement agricole. On anime des projets aussi, comme Ecophytoterre, donc le projet dont je vais vous parler un petit peu plus tard. Et puis, on a un rôle dans les projets de développement des territoires, parce qu'on anime notamment le dispositif Tiers-temps. Et donc, on a toute une série d'expertises. On est une vingtaine de chargés de mission, en fait, qui chacun a son domaine de spécialité. Donc, on a des collègues qui sont spécialisés sur la biodiversité, d'autres sur les sols et l'eau, l'agroforesterie, l'agriculture biologique, etc. Donc, voilà pour une présentation très rapide. Je vais en venir du coup au projet Ecophytoterre. Donc, ce projet, en quelques mots, en fait, il y avait eu des projets de l'enseignement agricole déjà sur des fonds écophyto, notamment l'action 16 qui a eu lieu de 2009 à 2016, et puis Éduc Ecophyto de 2017 à 2019. Et Ecophytoterre a été en fait dans la suite logique de ces projets, en s'inscrivant dans EPA2 et dans Ecophyto 2+, avec un triple objectif en fait qui était un objectif d'abord technique, donc de démontrer la faisabilité locale de reconception des systèmes de production, un objectif pédagogique de renforcer la formation, et un objectif qui était davantage territorial, qui était d'affirmer le rôle de l'enseignement agricole en tant qu'acteur des dynamiques de territoire. Je vais passer à la suite. Donc voilà, je vais passer très rapidement là-dessus, mais Ecophytoterre s'inscrit dans le plan Ecophyto 2+, et puis également dans EPA2, donc dans 4 axes d'EPA2, sachant que voilà, l'intérêt c'était d'essayer de combiner ces axes pour travailler sur le projet. En termes de date, je n'en ai pas parlé au tout début, mais c'est un projet qui a débuté en 2019 par un appel à manifestation d'intérêt. Les projets ont débuté sur les exploitations, enfin sur les établissements en 2020, et se sont achevés là en août 2023. Je vais passer peut-être assez vite sur la gouvernance. Donc, ce sont des financements Ecophyto qui transitent par l'OFB. Donc, l'OFB délègue une subvention à la bergerie qui a en charge la gestion administrative financière et également l'accompagnement des établissements. Donc, en fait, il y a une grosse partie de la subvention qui est reversée directement aux établissements pour la réalisation de leurs projets. Et puis, donc nous, on a un rôle d'animation, d'accompagnement vis-à-vis des établissements, et puis d'animation du comité de pilotage, qui est composé de la DGER, des CRFD, de l'inspection, réseau thème, et puis de nous-mêmes. Alors, comment est-ce qu'on a travaillé sur Ecophytoterre? En fait, ce qui était un petit peu différent par rapport aux autres projets, c'est qu'en fait, on a travaillé en collectif, donc on a travaillé en réseau. Donc, on a créé 5 collectifs, donc 4 étaient géographiques. Donc, vous voyez, là, on a coupé la carte de France en 4, et puis on a regroupé les établissements par proximité. Et on avait également un collectif qui était thématique sur la viticulture. Donc en fait, chacun des collectifs était composé d'un établissement de niveau 1 qui avait une expérience soit de l'Action 16, soit d'Éduc Ecophyto, et qui avait un rôle de tuteur, d'accompagnement, d'animation des collectifs d'établissements de niveau 2, donc qui n'avaient pas ou moins d'expérience sur les projets Ecophyto. Donc ça, c'était vraiment la nouveauté par rapport au projet d'avant.
Et donc, en fait, ça nous a permis de travailler vraiment en réseau. Donc, on a organisé des rencontres, en fait, par collectif, pour que les établissements puissent se rencontrer, échanger, pour qu'ils puissent se poser et puis évoquer ensemble, en fait, des problématiques communes. Donc là, vous voyez, j'ai mis les principales thématiques sur lesquelles les établissements, enfin, les collectifs ont travaillé, sachant que chaque établissement avait son propre projet et le collectif avait un projet collectif. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait un double objectif pour ces établissements de remplir les objectifs à l'échelle de l'établissement et puis à l'échelle du collectif. Donc, ce travail en collectif, ça a permis aussi de mettre en commun des ressources. Il y a certains établissements qui ont pu créer des ressources, des outils. Donc, ça a pu permettre de diffuser un petit peu et puis de les utiliser, ces outils. Et puis surtout, en fait, de créer du lien entre les équipes et puis aussi entre les apprenants parce qu'il y a eu pas mal de travail en collectif. Donc, par exemple, le collectif en bleu, là que vous voyez, Nord-Ouest, en fait, ils ont travaillé par binôme. Donc, par binôme, ils ont fait travailler leurs apprenants en BTS sur de la reconception de système à partir de la mallette mission Ecophyto du CIVAM. On a 2 autres collectifs qui ont organisé des grosses rencontres inter-EPL, donc avec tous les EPL en fait qui se sont réunis pour le collectif Nord-Est, là c'était à Aubernais, et puis pour le collectif ITI, c'était à Rouffach. Donc ça a permis d'avoir des échanges entre les apprenants. Je vais poursuivre. Là, c'était pour vous montrer un petit peu la chronologie. Donc bon, on a commencé de façon assez classique par un séminaire de lancement. Tous les établissements ont été formés à la méthode IDEA4 parce qu'en fait, un des objectifs du projet, c'était de faire travailler les jeunes sur cette méthode pour diagnostiquer l'exploitation. On a organisé des rencontres régionales annuelles pour renforcer la cohésion des équipes. Et puis, un séminaire de clôture national qui aura lieu là fin mars. Sachant qu'on a rencontré quand même quelques difficultés en début de projet puisque l'épidémie de Covid n'a pas permis d'organiser en présentiel les premiers regroupements. Donc, en termes de dynamique d'équipe, ça a été un petit peu plus compliqué à mettre en route. Nous, de notre côté aussi, à la bergerie, on a été aussi à l'écoute des équipes pour leur proposer des formations qui correspondent à leurs besoins. On a proposé des webinaires, on a rédigé des newsletters. Et puis, de leur côté, les équipes dans les établissements ont eu des livrables à produire, notamment un poster que vous voyez là au milieu de votre écran. Donc, voilà, là, vous ne pouvez pas lire, mais c'est un petit peu la forme que ça prend. Et puis, on leur a proposé également de rédiger des fiches pollen, des fiches d'expérience pédagogique. Donc là, sur Pollen, on a une dizaine de fiches qui ont été publiées et qui témoignent d'expériences pédagogiques qui ont été réalisées par les équipes enseignantes. Alors, quelques résultats techniques. Donc là, vous voyez les résultats sur la sortie du glyphosate. En fait, en début de... Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les établissements qui ont été recrutés pour ce projet, il y en avait déjà beaucoup qui étaient assez en avance sur, enfin, d'un point de vue de réduction des produits phyto. Il y en avait beaucoup qui avaient une utilisation qui était déjà inférieure aux références régionales en termes d'IFT. Donc on a exploité les données de 24 exploitations là, pour ces graphiques. Et donc, en début de projet, il y en avait déjà 12 qui n'utilisaient plus de glypho. Donc, à la fin, il nous en reste quand même encore 4 qui utilisent encore du glypho. Ça s'explique par des exploitations qui sont en grande culture, qui se heurtent en fait à des difficultés parce qu'ils ont des systèmes en ACS. Et puis, 2 exploitations en polyculture élevage aussi, pour la gestion de problématiques des adventices sur certaines cultures. On a eu des très fortes progressions. Il y a des établissements qui sont passés de 0% de la SAU en zéro glypho à 100% en 2022. Donc ça, voilà, il y a eu des progressions qui ont été vraiment notables au cours du projet. Sur le zéro phyto, je vais peut-être passer un peu vite. Donc voilà, là vous voyez en fait une répartition des exploitations en fonction de leur surface, leur SAU en zéro phyto. Donc il y a à peu près un quart des établissements qui ont une surface en zéro phyto. La plupart, ce sont des établissements qui sont en polyculture élevage et qui ont des surfaces en prairie permanente notamment. Donc là, il y a encore une marge de progrès sur le zéro phyto.
En termes d'évolution globale des IFT, donc tout système confondu, en fait, l'IFT total est passé de 3,43 à 3,01, donc ça fait 12% de diminution. Sachant que, comme je vous l'ai dit, il y avait déjà beaucoup d'établissements dont les IFT étaient inférieurs aux moyennes régionales en début de projet. Donc c'est assez hétérogène en fonction du système de culture. En VT, la progression a été plus importante. Je vais passer vite parce que je vois le temps qui défile. On en parlera peut-être un peu plus pendant le séminaire en avril. Donc, l'intérêt aussi de ce projet, bon, les bénéficiaires premiers, c'était tout de même les apprenants, hein. Donc, en fin de projet, on a essayé d'évaluer en fait comment leur représentation avait évolué avant le projet, après le projet. Donc, ce dont on s'est aperçu, donc on leur a demandé de se positionner sur une série d'affirmations en fait. Donc là, ça va des phytos, on en a toujours utilisé, c'est pas un problème, jusqu'à on doit faire ça. Ce dont on s'est aperçu, c'est qu'en fait, les positions extrêmes avaient assez peu évolué, mais que globalement, les jeunes étaient davantage convaincus qu'il fallait essayer de se passer des phytos. Ce pourcentage a fortement évolué, mais il reste quand même assez convaincu que c'est une démarche complexe. Là, le graphique que vous voyez, on a essayé de différencier les jeunes issus du milieu agricole et les jeunes non issus du milieu agricole. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'on voit que la position des jeunes issus du milieu agricole a davantage évolué. Donc, en fait, ils ont bien compris les enjeux, ils ont appris qu'il y avait tout un tas de leviers. Ils sont plus convaincus qu'il faut essayer de diminuer les phytos, mais quand il s'agit de mettre en pratique, là, ils restent davantage au stade de l'efficience et en fait, on s'aperçoit qu'ils se heurtent quand même à la complexité des changements qui sont nécessaires pour vraiment baisser drastiquement les phytos et puis à des impacts économiques potentiels. Je vais terminer rapidement sur l'évaluation qu'on a eue sur l'impact du projet, donc sur les apprenants. Donc, ce dont on s'est aperçu, c'est que ce que les apprenants avaient le plus retenu, c'était la multiplicité des leviers. Ça, c'est quelque chose dont ils n'avaient pas forcément connaissance avant de travailler sur le sujet avec leurs enseignants. Et ça, c'est vraiment ce qui est ressorti en premier. Ils ont retenu aussi les compétences en termes de gestion de projet, de présentation orale, de communication, de réflexion, expérimentation. Ça, c'est quelque chose qui les a marqués aussi. Et puis, conscience de la complexité, en fait, que c'est pas juste un levier, mais c'est une multiplicité de leviers qu'il faut mobiliser et que chaque système a sa propre complexité. Et puis enfin, l'intérêt du collectif, puisqu'en fait, ils n'ont pas tous travaillé en collectif, mais la plupart ont travaillé en collectif, soit entre pairs avec d'autres élèves, soit entre professionnels, avec des professionnels, pardon. Et ça, c'est quelque chose qui les a marqués également. Et donc, Christian, je te laisse la parole. Je vais passer tes diapos. Du coup, pour la suite, tu me feras un petit... Oui, progressivement. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, on a mis en place une démarche d'accompagnement des équipes pédagogiques parce que s'il y a des transformations dans les métiers relativement aux produits phyto, il y a aussi des transformations en parallèle dans le métier d'enseignant. Et parce que les référentiels de formation bougent, mais aussi parce que les sujets ne sont pas forcément simples à étudier, à travailler avec les jeunes, et ce sont des sujets un peu chauds, des questions socialement vives. Donc l'idée qu'on développe à la Bergerie, dans ce projet-là et dans d'autres, c'est que si on veut envisager des transitions, il faut prendre en compte ces deux leviers, c'est-à-dire le levier technique, mais aussi le levier pédagogique, les apprentissages en jeu. Deuxième idée qu'on essaie de développer, c'est que parfois les équipes pédagogiques veulent faire beaucoup d'actions.
Nous, on centre, on les emmène plutôt sur une action ou deux, s'ils le veulent, mais qui ont de la valeur, qui sont symboliques, qui peuvent être inspirantes. Et dans ces actions-là, on va aller jusqu'au bout du processus, c'est-à-dire qu'on va aller jusqu'à la valorisation de ce qu'on a fait, aussi bien avec les jeunes, avec les partenaires, que pour la communauté éducative. Donc, on part de situations qui sont des situations à potentiel problématique, où il y a des questions qui se posent, où il y a des apprentissages en jeu, pas de situations où on connaîtrait déjà les réponses. Et puis on valorise par des fiches pollen, des vidéos. Troisième idée, c'est qu'on fait de la formation accompagnement. C'est-à-dire que pour nous, il ne s'agit pas simplement de faire du suivi et de regarder ce qui se passe sans interagir avec les équipes. On fait des propositions de formation aux équipes en fonction des difficultés qu'on voit apparaître, des besoins qui sont exprimés par les équipes. Et le temps fort, ce qu'on essaie de faire, c'est aussi de professionnaliser les enseignants à des outils d'analyse des pratiques pédagogiques. Et des ateliers de pratiques pédagogiques, parce que par expérience, on sait que ça a un effet transformateur au niveau des petits collectifs dans les établissements, les petits collectifs qui se mobilisent. Quatrième idée, c'est que on l'a pas trop fait dans Ecophytotherm, mais on l'a fait dans d'autres projets sur les haies ou sur les néonicotinoïdes. Il faut accompagner les enseignants si on veut qu'ils produisent des ressources pédagogiques pour les collègues. Et surtout, il faut les accompagner dans la réflexivité sur leurs pratiques. Donc, c'est pour ça qu'on organise des ateliers d'écriture dans le cadre des projets qu'on anime. Et puis, dernière idée, c'est que pour faire tout ça, on ne part pas de n'importe où, on ne part pas de n'importe quoi, on s'appuie sur des cadres théoriques qui sont des cadres pratiqués, efficients, reconnus dans la littérature, donc la didactique professionnelle qui est à la base de la rénovation des référentiels, en particulier des référentiels plutôt techniques. Les pédagogies constructivistes problématisées, on sait qu'on est en Bretagne et qu'il y a une longue histoire avec Begmey sur ces histoires-là. Et puis, l'éducation au développement durable, mais vue comme une éducation aux politiques, où on va aider les jeunes à se forger des idées, à se forger des raisonnements, y compris sur des choses qu'eux-mêmes ne mettront peut-être pas en œuvre directement, ou n'ont pas envie de mettre en œuvre, mais les ouvrir à ça et les ouvrir aussi à une citoyenneté professionnelle. Donc, on a regroupé tout ça dans un terme que moi j'ai développé dans les travaux de recherche, qui est l'idée d'une pédagogie ancrée. Alors concrètement, quelques outils qu'on utilise, pour pas trop vous saouler avec ça, mais le premier outil qu'on utilise, c'est pour bien faire comprendre, vas-y Fleur, tu peux montrer l'outil dans sa totalité. Voilà, puis on va l'expliquer un petit peu. C'est un outil qu'on a construit dans le cadre d'accompagnement des projets animation et développement des territoires. C'était une commande de la DGR dans les années 2010, où ils nous ont demandé en fait de réfléchir à la circulation des savoirs dans les projets tiers-temps, chefs de projet, et ainsi de suite. Donc, on a traduit ça et on a schématisé ça comme ça au bout d'un groupe de travail. C'est-à-dire qu'il y a un pôle projet où on va parler d'animation et de développement du territoire, on va parler d'agroécologie, par exemple. Et déjà, il y a des gens qui sont dans ce projet-là, qui sont dans ce pôle projet. Est-ce qu'ils se connaissent bien les uns les autres? Est-ce qu'ils sont au courant? Est-ce qu'ils sont au clair avec ce que ça peut entraîner en termes de changement, le fait qu'ils s'engagent? Donc ça, c'est le premier point, premier niveau, un projet qui est approprié par les acteurs. Ce qu'on voit la plupart du temps, c'est que ça suscite des actions pédagogiques, mais qui sont surtout des actions pédagogiques de sensibilisation, pédagogique et éducative d'ailleurs. Et ça, on le voit quasiment dans tous les projets, tous les porteurs de projets, ça se déroule. Le troisième point, le troisième temps où on va plus loin, et ça, c'est pas toujours le cas, c'est que du côté du pôle enseignement, il y a un groupe d'enseignants qui va se mobiliser en disant « Ah ouais, ce qui se passe dans le pôle projet, c'est quand même intéressant, on pourrait peut-être en faire quelque chose, nous, pour traiter nos référentiels. » Et donc, ces enseignants-là, ils partent généralement de situations de terrain, de situations problématiques, de situations pour créer des situations pédagogiques à partir de ce potentiel problématique. Et ils font travailler les jeunes, ils les mettent en enquête et ils visent certains savoirs pour mieux comprendre ce qui se joue. Plutôt des grilles de lecture, des savoirs conceptuels, mais
même s'ils restent très opérationnels. Et ça peut se faire dans le cadre de la classe en s'inspirant, en partant de situations portées au sein du groupe projet. Et puis le quatrième niveau, ce qu'on a vu nous comme étant le plus efficace en termes d'apprentissage et aussi en termes de relations et peut-être de changement de pratique, c'est quand tout cela part d'une commande du pôle projet. C'est-à-dire que des acteurs, agriculteurs ou autres, viennent dans la classe, viennent présenter à un groupe d'élèves, identifiés par les formateurs, les enseignants avant, une question qu'ils se posent. Et une question qui les embête, sur laquelle ils n'ont pas de réponse toute faite. Et ils demandent aux jeunes, en fait, de réfléchir sur cette question-là et de venir faire non pas une, mais des propositions. Et là où le travail est orienté par les enseignants, c'est qu'on travaille la question de durabilité, c'est-à-dire que les propositions qui vont être faites, elles vont être faites selon des solutions plus ou moins ambitieuses en termes de durabilité. Alors par exemple, on peut utiliser facilement le modèle ESR, substitution, efficience, reconception. Enfin, efficience, substitution, reconception. Donc on voit que ces démarches-là, quand on les accompagne, elles créent aussi du développement chez les jeunes, bien sûr, mais aussi chez les enseignants, qui se rassurent et se disent finalement, bah oui, il y a un peu d'incertitude, mais on peut y aller et finalement, c'est enrichissant pour tout le monde. Donc ça, c'est un des premiers outils qu'on utilise avec les enseignants pour voir où ils en sont, où ils ont envie d'aller et de les accompagner dans des pratiques un peu plus ambitieuses. Tu peux continuer, Fleur, s'il te plaît? Et puis, on utilise d'autres outils. Un des outils essentiels, c'est le losange de la problématisation. Alors, peut-être pas aller trop vite, parce que, et ça, c'est du travail qu'on a fait depuis longtemps avec Michel Fabre et Bernadette Fleury, qui étaient au Sampama et à l'Université de Nantes, avec qui on a pas mal travaillé, c'est que très souvent, quand il y a un problème, on veut tout de suite la solution. Michel Fabre appelle ça la pensée plate. Et l'idée, c'est d'essayer d'élargir le problème, de construire le problème en allant chercher d'un côté ce qu'il y a tout en bas là, de la diapo, ça va arriver, c'est-à-dire les informations essentielles, les données du problème. Voilà les données du problème. Et puis, ça aide à préciser la question qui parfois n'est pas explicitée de la bonne manière par les acteurs du territoire, ou alors avec une vue parfois un peu réduite. Et à partir de ces données, ben, on avance sur la position du problème, sur l'énoncé du réel problème à traiter, et puis surtout on cherche les critères ultimes qui vont permettre de prendre des décisions, les conditions du problème. Et on ne va pas trouver tout de suite la bonne solution, on va faire travailler les jeunes sur des hypothèses de solutions. Et ces hypothèses de solutions, c'est encore mieux quand elles sont déclinées en termes d'efficience, substitution et reconceptualisation ou reconception. Donc on utilise cet outil-là avec les enseignants pour leur demander en fait de, peut-être avant de partir avec les jeunes eux-mêmes, de réfléchir sur la situation, problème, dans lesquels ils vont mettre les jeunes et finalement, quel est le problème étudié, quelles sont les conditions clés et quels sont derrière, évidemment, les savoirs essentiels qui vont permettre d'envisager les différentes solutions au problème. Donc ça oblige les enseignants, on les oblige s'ils ne le font pas d'eux-mêmes, et en petit collectif, c'est toujours plus aidant, à envisager ces solutions possibles avant de faire travailler les jeunes, sachant que les jeunes peuvent être surprenants. Ils peuvent des fois envisager des solutions que les enseignants ont peut-être à peine ébauchées ou qui ne pensaient pas possibles. Donc ce travail-là, avec les enseignants, avec cet outil-là, il permet bien sûr aussi, parce que c'est reconnecté au référentiel, tout ce travail-là, il faut qu'il s'accroche au référentiel, ça permet d'entraîner des capacités visées dans les référentiels de diplôme, que ce soit des capacités de diagnostic, des capacités d'expression à l'oral, des capacités de proposer, par exemple, des systèmes biotechnologiques innovants. Donc, deuxième outil qu'on utilise pour travailler avec les enseignants, et les jeunes, mais d'abord avec les enseignants, le losange de la problématisation. Et puis, on peut continuer. Voilà la question de la durabilité. Alors ça, c'est un vrai souci que l'on a identifié depuis longtemps déjà dans la recherche, pas que dans l'enseignement agricole, mais en particulier. Très souvent, ça fonctionne toujours avec les histoires des 3 piliers, ou alors des diagnostics assez complexes, style IDEA4 par exemple, avec lesquels en fait les jeunes ont parfois des difficultés à bien comprendre tout ce qui est en jeu et ce qui se joue vraiment, et quels sont les savoirs en jeu qui vont permettre de changer de manière plus ou moins forte. Nous, on travaille plutôt avec un autre outil, premier outil qui est sur 2 critères, le rapport à la nature, avec une durabilité plus ou moins engagée, plus ou moins forte, voilà. Un deuxième critère qui est celui de comment on décide ensemble, comment on prend les décisions.
Et avec cet outil-là, qui est un peu méta, eh bien, on peut affiner petit à petit en fonction des sujets qu'on traite. Donc, si on traite de l'agriculture, par exemple, on a fait ce travail-là encore avec Bernadette Fleury et Michel Fabre à l'époque, il y a quelques années déjà, une petite dizaine d'années, où on voyait bien que dans les discours qu'on va entendre, dans les documents dont on va pouvoir se saisir, on voit bien certaines positions d'agriculteurs, d'agricultrices. Ah, la première position, où la question de la durabilité, finalement, on n'est pas loin de la nier. Une deuxième position où on est plutôt sur une durabilité faible. Et puis une troisième position où il y a des envies et des pratiques qui sont plus engageantes dans le cadre du respect des écosystèmes ou de produire avec les écosystèmes. Donc ça aide, en fait, ces outils-là, aident les jeunes, mais aussi les enseignants, à décrypter les discours d'acteurs, savoir où ils sont et comment on peut peut-être leur proposer des solutions d'amélioration. Évidemment, ça croise avec le modèle efficience-substitution-reconception, et donc on peut aussi faire travailler les jeunes en termes de différentes solutions à envisager sur une question donnée. Donc ça, c'est les outils qu'on mobilise, hein. L'avantage de cet outil sur la durabilité, c'est que on n'est pas dans les trois cercles où la conflictualité et les liens sont évacués. Ça pose une ligne essentielle, un concept clé qu'on peut travailler avec les jeunes, c'est la substituabilité. Finalement, qu'est-ce qu'on peut substituer? Il y a des fonctionnements de la nature, il y a des fonctionnements qui sont plutôt par le chimique. Qu'est-ce qu'on peut substituer? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut substituer ou pas? Et puis, c'est des outils qui aident les jeunes à mieux s'y connaître, à mieux penser, à mieux envisager des solutions, quelles que soient ces solutions. On utilise d'autres outils, on ne va pas vous les présenter. Voilà, tu peux y aller, Fleur. Voilà. On utilise d'autres outils qui nous aident, nous, à travailler avec les enseignants, à comprendre avec eux ce qui est en jeu, en train de changer ou pas. Et parmi ces outils, il y a le triangle pédagogique, hein, qui est une base de la formation des enseignants qui, malheureusement, n'est pas toujours enseigné dans les écoles ad hoc, donc on y revient. Et puis, parfois, en cours de projet, on en invente des outils pour analyser les situations avec les collègues, enseignants, formateurs, parce que les situations qu'ils nous proposent, parfois, nécessitent des outils un peu fins sur leur sujet et qu'on n'a pas en boîte, qu'on n'a pas dans notre boîte à outils. Donc, on crée et on invente ça avec eux. Voilà un peu pour vous donner une idée de la façon dont on travaille sur ces aspects pédagogiques. Et l'idée, c'est que quand on est sur les fiches témoignages, les fiches pollen, eh bien, il y a un regard réflexif qui est demandé aux enseignants sur leurs propres pratiques. Et le regard réflexif, il se fait à la lueur de ces quelques outils didactiques qu'on mobilise avec eux. Voilà pour moi. Bien, merci Fleur et Christian de cette présentation-là. Vous nous avez donné un petit peu l'eau à la bouche là puisqu'on vous approfondirez un petit peu ces propos lors du séminaire du 11 avril. Donc on a hâte d'être au 11 avril pour pouvoir vous entendre de nouveau préciser un petit peu toutes ces notions et ces concepts-là. Si vous avez des questions, merci de les noter sur la conversation. On les reprendra donc à la fin du webinaire. En attendant, donc n'hésitez pas à utiliser la conversation. Là, Dominique Massé est vigilant à pouvoir les relayer donc, ensuite vos questions. On va enchaîner avec Carla qui, je le disais tout à l'heure en introduction, qu'on a procédé à un recensement des interactions qui existaient entre les structures de développement et les établissements agricoles. Et donc, Carla va nous en faire un petit état des lieux. Donc, c'est moi qui, je crois, à son diaporama. Toc. Voilà. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Clara et je suis à la Fédération régionale des agriculteurs bio de Bretagne. Et du coup, dans le cadre de ce projet Inspiration, on a fait une enquête pour faire un état des lieux déjà des interactions existantes entre des structures de développement agricole et des établissements d'enseignement. Et donc, sur la diapo suivante,
on peut vous présenter les interventions qu'on a recensées par établissement agricole. Et donc, les villes dans lesquelles se trouvent ces lycées ou ces lycées auxquels vous appartenez, dans lesquels il y a eu des interventions. Je ne vais pas les lister, vous pouvez les lire, mais on peut voir qu'il y a 2, 3, 4 interventions par lycée qu'il y a eu ces 2-3 dernières années. Au niveau des thématiques abordées, les thématiques qu'on a référencées, c'est notamment des thématiques de transition agroécologique sur les pratiques agricoles, la biodiversité, la durabilité des exploitations, le désherbage mécanique, et puis bien sûr la réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires dans les systèmes de culture. Au niveau des niveaux d'études dans lesquels on a pu identifier ces interventions, on peut voir que c'est principalement dans des BTSA ou des brevets professionnels qui a le plus d'interventions. Et puis après, bien sûr, il y a aussi les bacs pro, les bacs techno. Voilà un petit peu pour les premiers résultats de ce sondage. Ensuite, donc en tout, on a référencé 41 interactions entre des structures de développement agricole et puis des établissements. Donc on peut voir que c'est majoritairement au niveau de la chambre d'agriculture qui a le plus d'interventions dans des lycées. Et puis bien sûr, après, il y a le réseau bio, GAPFRAB, les CIVAM, CEDAPA, ADAGE. Et puis, on a pu aussi voir qu'il y avait des coopératives qui avaient des interventions dans ces lycées. Et au niveau des financements, principalement, ça se fait au cours de projets GI2E, groupe d'intérêts écologiques et environnementaux, ou grâce à des financements éco-phyto. Ensuite, sur la diapo suivante, du coup, dans l'idée, donc pour revenir à l'objectif de ce projet, qui est d'inspirer, un des objectifs de ce projet, c'est d'inspirer les futurs professionnels. Et donc, dans cette idée un peu, on s'est posé la question de comment mettre en relation les établissements d'enseignement agricole, les lycées, et puis nos structures, donc chambres, réseaux, CIVAM ou autres. Et puis du coup, dans cette idée, on s'est dit qu'une carte collaborative sur laquelle, que ce soit un animateur de collectif ou un enseignant peut participer pour montrer que je suis disponible, ma classe est disponible pour établir un partenariat avec un collectif agroécologique sur telle ou telle thématique. Et puis, ça permet de remplir une fiche, un formulaire et de mettre ses coordonnées. Et donc, l'idée, c'est d'avoir une carte collaborative, évolutive, interactive. Et puis, du coup, là, en ce moment, nous travaillons sur un peu la réflexion de la gestion de la carte, qui va modérer, qui va mettre à jour, parce que l'idée, c'est qu'elle soit continuellement mise à jour et puis qu'elle soit pérenne aussi dans le temps. Donc ça, c'est la réflexion un peu de ce moment. Et puis, il y a un lien vers la carte. Peut-être que vous aurez le diapo après où on pourra le mettre dans la discussion, mais pour que vous puissiez déjà identifier les établissements qu'on a identifiés au cours du sondage. Et ensuite, sur la diapo suivante, donc nous, dans le cadre de notre action, inspirer les futurs professionnels, on a mis en lien, on accompagne nos structures à la mise en lien, mise en relation avec des établissements d'enseignement agricole, donc vous. Et du coup, on a créé des binômes, pardon. Donc, ce sont des binômes qui sont soit déjà bien définis ou en cours de définition, avec des thématiques tournant autour de la transition agroécologique. Donc là, on retrouve les couverts végétaux, le désherbage mécanique, des plateformes d'essai de couverts, et puis aussi des diagnostics de durabilité. Donc voilà, principalement pour un peu un état des lieux de ce qu'on a fait.
de ce qu'on a référencé et puis notre perspective de travail actuelle. Bien, merci, merci Clara de ta présentation. Donc la dernière diapo, c'était aussi pour mettre, je vais peut-être pas départager, c'était aussi pour mettre en lumière donc les quelques groupes qui étaient déjà bien en interaction avec donc des groupes agroécologiques qui étaient bien en interaction avec des enseignants et qui pourront servir de témoignage lors de notre journée du 11 avril. Donc pour enchaîner sur cette présentation-là. Donc, Eric Plaz de la DRAF voulait aussi mettre en lumière la nécessité du temps long dans ce type d'action. Donc, Eric, je te donne la parole. Ouais, bonjour à tous. Donc, Eric Plaz, je travaille à la DRAF, donc pour l'enseignement agricole breton. Et du coup, juste quelques idées concernant ce temps long. Hop. Alors, j'espère que vous voyez ça. Donc on le voit, on l'a entendu au travers du témoignage de la Bergerie nationale, mais on peut aussi se référer au travail qui a été fait en Normandie dans le cadre du projet CEGA, Coopération, Enseignement et Groupe en agroécologie, entre 2020 et 2023. En fait, on voit qu'on est sur des choses quand même relativement complexes à plusieurs niveaux et qui, finalement, il nous faut, pour bien aborder ces questions-là, il nous faut à la fois du temps pour s'y consacrer, mais aussi de la durée. Donc, pour se connaître, puisqu'en fait, ce qui est proposé, c'est un rapprochement entre d'abord un enseignant ou des enseignants et un animateur de collectif, et après un rapprochement avec des agriculteurs de collectif. Donc ça, il faut un peu de temps pour que l'alchimie marche. Ensuite, il faut définir un programme de travail partagé où finalement on verra à la fois des bénéfices pour le collectif d'agriculteurs, mais aussi pour la classe, notamment au regard du référentiel. Après, il faut se donner du temps parce que on va buter sur des problèmes pratiques, des questions de calendrier, donc il faut se donner aussi un peu de temps pour que tout ça se mette bien en route. Il faut se donner aussi du temps parce qu'on travaille, comme ça a été dit, sur des aspects de durabilité et d'agroécologie. Donc, en fait, ce n'est pas des choses qu'on voit tout de suite. Et puis, dernier point qui a été souligné, on veut aussi, au travers de ce rapprochement, que finalement, les jeunes se rendent compte de l'intérêt d'un collectif, et notamment pour ceux qui vont s'installer, d'un collectif agroécologique, et qu'ils découvrent en fait comment fonctionne et ce qu'apporte l'intelligence collective. Donc, pour toutes ces raisons, en fait, il faut donc se donner du temps. Et donc, du coup, par rapport au projet qu'on est en train de mener au niveau breton, en Normandie, en fait, ils ont travaillé pendant 3 ans. Et récemment, en fait, ils ont glissé sur un projet plus important de 3 ans, donc qui va les amener de 2023 à 2026. Donc, voilà, il faut du temps. Et donc, à l'instar de ce qui s'est fait en Normandie, les partenaires bretons que nous sommes, en fait, on a l'ambition, en fait, de faire vivre et d'amplifier en fait ce qu'on démarre aujourd'hui dans le cadre d'Inspiration, qui est un projet sur 18 mois, pour dire une année scolaire. Donc, notre idée, en fait, c'est de travailler en partenariat avec la Bergerie nationale. Donc, on continuera à travailler déjà avec eux lors du séminaire, mais l'idée, c'est de poursuivre au-delà. Et puis, donc, on veut effectivement construire quelque chose qui s'inscrira dans la durée. Alors, comment on va faire ? Peut-être qu'on montera un projet CASDAR, peut-être qu'on pourra s'inscrire dans le futur programme Ecofito 2030, ou bien alors est-ce qu'on amplifiera quelque chose qui existe déjà, c'est-à-dire les possibilités qu'il y a dans le cadre des groupes GI2E ou les groupes AEP, où en fait ils sont sélectionnés, ils ont un petit bonus si effectivement ils travaillent avec un établissement d'enseignement agricole, et dans lequel en fait finalement on peut déjà avoir un peu des moyens pour s'appuyer sur les animateurs de groupe. Donc, l'idée, aujourd'hui,
je parle, je pense, au nom du collectif, c'est que les contacts qu'on a établis aujourd'hui et qu'on vous a présentés, c'est ces fameux binômes, en fait, à la rentrée, ils seront encore actifs et on continuera à travailler donc avec ces binômes et au rapprochement des enseignants et des animateurs. Voilà ce que je pouvais dire sur ce temps long. Donc, on voulait terminer par la présentation du séminaire, donc le 11 avril 2024, je crois que c'est un jeudi, à la station de Kerguénec, donc dans le Morbihan, est prévu donc un séminaire de 10h à 16h15 qui se veut être la suite du webinaire d'aujourd'hui et qui sera donc en présentiel avec, donc on a au programme, on commencera par une conférence de la Bergerie nationale, donc Christian Pelletier et puis Fleur Meignier nous feront le plaisir de venir donc en Bretagne, quasiment en centre-Bretagne, donc à Bignon, pour, comme je le disais tout à l'heure, ils nous ont donné un petit peu l'eau à la bouche, mais ils détailleront un petit peu ils détailleront donc leur présentation sur les enseignements donc d'Éduc Écophyto et puis Écophytoterre lors d'une conférence qui débutera donc notre séminaire du 11 avril. On enchaînera ensuite par une table ronde animée également par la Bergerie nationale, une table ronde qui s'appuiera sur trois témoignages. Denis, je te coupe parce que en fait, tu ne nous as pas partagé ton écran. Ah bon? Ah pardon, ok. Effectivement, je n'ai pas partagé mon écran. Merci Dominique. Ça ne veut pas partager. Bizarre ça. Ça y est, c'est arrivé. Mieux comme ça? Voilà. Donc, il y avait un problème de connexion. Visiblement, ça n'avait pas fonctionné. Oui, donc, je reviens un tout petit retour en arrière. Donc, une conférence de la Bergerie nationale qui débutera notre séminaire. Et puis, un deuxième temps avec une table ronde, toujours animée par la Bergerie nationale, qui s'appuiera sur trois témoignages. Alors, soit des témoignages de binômes entre enseignants et animateurs de groupe qui sont peut-être plus avancés que d'autres, et notamment on s'appuiera sur des réalisations un témoignage de Normandie qui est déjà pratiquant depuis plusieurs années et qui nous fera un retour de leur expérience. Et également des témoignages bretons, dont celui de la station de Kerguénec, qui également précisera comment ils pratiquent quand ils accueillent des groupes d'apprenants au sein de la station. Et donc, ça sera la matinée. En sur le temps méridien, on mettra à disposition différentes ressources et outils qui seront présentés qui seront en présentation libre, soit dans les présentoirs, soit sous forme de posters. Donc, vous pourrez vous renseigner ou visualiser donc des outils qui seront présentés par nos structures de développement lors de ce temps de pause au moment du repas. Et on enchaînera l'après-midi sur des ateliers. Et donc là, c'est véritablement des ateliers d'échange d'expériences entre des enseignants et des animateurs qui ont déjà pratiqué donc, des interactions entre des groupes agroécologiques et des classes d'apprenants, mais également tous les animateurs ou tous les enseignants qui souhaitent mettre en œuvre ce type de pratique sont invités à ce séminaire et ont sans doute aussi des apports à nous faire, des expériences à nous apporter. Et donc, c'est un véritable échange d'expériences qu'on va conduire l'après-midi, avec en fin d'après-midi un regard réflexif des experts donc, de la Bergerie nationale
qui auront un regard extérieur sur les pratiques des groupes et des binômes d'animateurs et d'enseignants. Donc, la cible, comme je disais, de ce séminaire, c'est les enseignants et les animateurs de collectifs d'agriculteurs. Donc, ça a bien lieu le jeudi 11 avril 2024. Les horaires, 10h à 16h15, à la station expérimentale de Kerguenec. Donc, c'est à Bignan, dans le Morbihan. La journée est gratuite. Il y a juste le repas qui sera à la charge donc, des participants et qui sera à prendre sur place pour une valeur de 15 €. Si vous êtes intéressé ou si vous connaissez des enseignants qui sont intéressés, n'hésitez pas à reprendre contact avec nous. Donc, je répète, avec l'adresse collectif.agroécologique@gmail.com. Signalez-vous, envoyez-nous un mail, dites-nous si vous êtes intéressé par le séminaire et on reprendra contact avec vous pour vous donner les modalités d'inscription.